Donc, rebonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis avec Laurent de vous accueillir sur ce webinaire. La RSE à l'heure de l'expérience, vos clients et vos collaborateurs font bouger les lignes, organisé par KPAM Impact. Alors, je me présente rapidement. Je suis Nathalie Simanoer. J'étais directrice RSE du groupe Air France après un parcours dans les ressources humaines et dans l'expérience client. Et j'ai rejoint le cabinet KPAM, cabinet expert en expérience client et collaborateur, pour monter une nouvelle offre que nous avons intitulée KPAM Impact pour accompagner les entreprises à donner plus d'impact à leur transformation responsable, à les aider à faire rentrer la RSE dans le quotidien de l'expérience de leurs clients et de leurs collaborateurs, et plus généralement d'enrichir leur écoute partie prenante. Et moi, donc, je suis Laurent Garnier, je suis un des deux cofondateurs historiques de KPM et donc aussi cofondateur de KPM Impact. Globalement, vous comprenez bien l'idée, c'est que on a marié ici deux expertises. C'est une expertise de Nathalie, bien évidemment, l'expertise RSE de Nathalie, acquise chez Air France, et notre expertise en matière d'expérience client et d'expérience collaborateur, avec cette idée toute simple de faire redescendre, de voir comment est-ce que la RSE, qui est un sujet un petit peu très corporate, un petit peu dans des hautes sphères, pouvait redescendre concrètement au niveau de l'expérience des clients et des collaborateurs. Qu'est-ce que les clients perçoivent de ça? Qu'est-ce que les collaborateurs des entreprises perçoivent des initiatives RSE de leur entreprise? C'est tout le sujet. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, justement, ces éléments de perception des clients et des collaborateurs par rapport aux initiatives RSE des entreprises dont ils sont clients ou dont ils sont collaborateurs. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste un chat. Donc, merci de nous poster toutes vos réactions, tous vos questionnements, et nous essayerons d'y répondre en consacrant une petite part à la fin pour répondre en live à certaines de vos questions. Alors, pour démarrer, la RSE est sujet de toutes les intentions aujourd'hui, et ce que l'on peut dire, c'est que la crise du Covid ont encore accéléré ces tendances. Donc, deux tendances qui sont souvent synthétisées au travers de deux chiffres que vous connaissez certainement, qui sont d'ailleurs très largement cités et commentés dans toutes les conférences autour de la RSE, mais aussi d'ailleurs les conférences marketing ou ressources humaines. Deux chiffres. Le premier sur les attentes côté client. Donc 83% des Français attendent des marques des engagements concrets liés à leur activité. Et côté collaborateurs, de fortes attentes aussi, puisque près des 3/4 des collaborateurs souhaitent s'investir davantage dans des actions pour améliorer l'impact social et environnemental de leur entreprise. Alors, face à ces attentes extrêmement fortes et quasi unanimes, nous avons souhaité savoir ce qui se cache derrière. Alors effectivement, qu'est-ce qui se cache derrière? C'est exactement toute la démarche qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est-à-dire on va vous partager les résultats de cette grande étude qu'on a lancée nationalement auprès de 2000 Français, je vais vous expliquer ça, auxquels on a posé des questions toutes simples, des questions ouvertes, puisque ça va nous permettre d'avoir des narratifs, donc une matière très riche, et puis surtout une matière que nous, on sait particulièrement bien traiter chez KPM. Côté client, on leur a posé deux questions, toujours en leur disant en tant que client, ou en tant que consommateur, on voulait dire donc ici, quelle action engagée et responsable récente d'une marque ou d'une entreprise avez-vous particulièrement appréciée? Pourquoi? Donc finalement, qu'ils nous fassent dans toutes les entreprises, toutes les initiatives RSE dont ils ont entendu parler ou qu'ils ont vécu, expérimenté, quelle est celle qui les a le plus marquées? Et puis le corollaire un peu plus critique, toujours en tant que client, quelle situation vécue auprès d'une marque ou d'une entreprise vous a paru en décalage ou en inadéquation avec les enjeux environnementaux, sociaux ou les grandes causes de la société d'aujourd'hui? Et donc forcément, là aussi, leur perception de ce qui se passe forcément moins bien dans ce domaine. Ça, c'est en tant que client. On les a aussi interrogés en tant que collaborateurs. Là aussi, deux questions toutes simples qui nous permettent de capter le meilleur et le pire. Mais là, c'est le collaborateur de son entreprise. En tant que collaborateur, de quelle action engagée et responsable récente de votre entreprise êtes-vous particulièrement fier et pourquoi? Sachant que nous n'avons interrogé que des collaborateurs qui étaient collaborateurs d'entreprises de plus de 1000 collaborateurs. Donc, on a vraiment évité tout ce qui était TPE, PME.
pour avoir une variété certainement d'actions différentes. Et puis, toujours en tant que collaborateur, quelle situation récente vécue dans votre entreprise vous a paru, là aussi, en décalage, en inadéquation avec les enjeux environnementaux, sociaux ou les grandes causes de la société d'aujourd'hui. Donc là aussi, le meilleur et le pire de ce qu'ils voient dans les actions, les initiatives RSE de leur propre entreprise. Et là aussi, c'est très intéressant de comprendre. L'idée, bien sûr, c'est d'accumuler ces témoignages, de comprendre finalement qu'est-ce qui fait qu'à un moment, une action RSE, une initiative RSE, elle est très bien perçue, ou au contraire, qu'elle est mal perçue, mal comprise peut-être parfois, ou insuffisante, tout simplement insuffisante, voire des manquements criants qu'il peut y avoir ici. C'est ça qu'on va faire émerger à travers cette étude. Alors, voilà les questions qu'on a posées. Maintenant, c'est pas drôle, mais je vous inflige 5 minutes de méthodologie très vite, mais c'est indispensable pour que vous compreniez la façon dont on a traité toute cette matière et les quelques graphiques qu'on va vous montrer tout à l'heure qui vont vous permettre de mieux apprécier la façon dont on a, les enseignements qu'on va faire émerger de cette étude. Alors, vous avez compris qu'on a été très précis dans attendez, je regarde un petit peu dans l'identification des thématiques. En fait, grâce à cette étude, on avait 3500 verbatims qu'on a générés qui nous ont fait émerger 127 thématiques. D'accord ? 127 thématiques, donc on a fait un travail extrêmement précis qui est fait chez nous de façon humaine, à la main, etc. Enfin, voilà, c'est un travail très fastidieux mais très précis qui nous a fait émerger toutes les thématiques. Ça, c'est le premier travail qu'on fait d'identification des thématiques, très précis, je vous le dis. Et puis, la deuxième chose qu'on sait faire chez KPM, c'est qu'on est aussi capable de comprendre où sont les intensités de discours. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une intensité de discours? C'est ça. Une intensité de discours, c'est cette idée que grâce à la syntaxe, on est capable de voir que les choses, toutes les idées ne sont pas exprimées sur un même plan, qu'il y a des idées qui sont exprimées avec plus d'implication que d'autres. On le capte grâce à la syntaxe. Je vous donne juste un exemple qui va vous faire toucher ça du doigt. L'idée, c'est que si vous me posez une question, vous voyez, dans cet exemple-là, j'ai deux façons potentielles pour vous répondre. Je peux vous répondre en disant ma réponse à votre question est X, ou alternativement, je peux vous répondre en vous disant X est la réponse à votre question. Vous voyez que c'est dans les deux cas, c'est la même réponse que je vous donne, que c'est quasiment les mêmes mots que j'utilise, que l'intention est la même. Et pourtant, si on regarde ça avec un peu plus de recul et un peu d'intuition, on se rend compte que selon la réponse que je vous ai faite, l'intention qu'il y a derrière cette réponse n'est pas tout à fait la même. Ce que je veux dire, c'est que si je vous ai répondu en vous disant X est la réponse à votre question, vous voyez le côté très affirmatif, extrêmement définitif de cette réponse, et puis le côté je vous donne la réponse, et puis il y a un petit côté c'est comme ça, c'est pas autrement, il y a un côté on va pas y passer 2 heures. Alors que si je vous ai répondu en vous disant ma réponse à votre question est X, vous voyez bien que dans cette réponse-là, c'est un tout petit peu moins affirmatif, un poil moins définitif que dans la première version. Et puis surtout, en vous disant ma réponse à votre question, je suis en train de sous-entendre que vous pourriez avoir une réponse différente de la mienne. Donc finalement, ici, je suis en train de sous-entendre que, je suis mine de rien en train d'entrouvrir la porte à un dialogue possible, qui était une intention qui n'était absolument pas contenue dans la première, dans la première réponse. C'est ça, la syntaxe. Elle nous permet de comprendre, bien sûr, le texte, mais surtout le sous-texte des choses, avec quelles intentions les choses ont été dites. Et grâce à ce sous-texte, on est capable de comprendre où sont les niveaux d'implication des individus quand ils s'expriment, et globalement, cette idée d'intensité de discours qu'on va pouvoir faire émerger. Ça, c'est ce qu'on va traduire finalement, cette identification des thématiques très précise, qui va nous donner des scores d'occurrence incroyablement précis, au mot près sur chacune des thématiques, et puis ces intensités de discours, ça nous permet d'arriver à cette modélisation, ces travaux de modélisation qu'on fait couramment depuis plus de 8 ans maintenant chez KPL, et qu'on a évidemment adapté à cette étude et à la thématique de la RSE. Ici, voilà le parcours, enfin le résumé finalement des verbatims qu'on a pu collecter sur la partie client. On a ici 103 points d'étape, c'est quelque chose d'extrêmement riche, on ne s'attendait pas à avoir une telle diversité de sujets, et c'est ça qui nous a beaucoup surpris, et on s'attendait à avoir des choses un peu plus, moins riches, moins diversifiées. C'est incroyable comme c'est diversifié, donc 103 points d'étape. Comment ça fonctionne? En haut, vous avez toutes les thématiques, toutes les dimensions qu'ont pu spontanément aborder les clients en tant que consommateurs sur les initiatives RSE des entreprises. Donc, il y a toutes les thématiques, tous les types d'initiatives, etc., qui sont listés ici. Et après, on cartographie ça dans une logique où en bas, vous avez ces petites bulles bleu ciel qui représentent la mesure d'occurrence, c'est-à-dire quel pourcentage de clients, consommateurs ici nous parlent de tel ou tel pan de l'expérience RSE, de telle ou telle initiative, de telle ou telle action. Donc ça, on va voir qu'il y a des occurrences qui sont très fortes, qui sont parfois même, qui montent à 70% et d'autres qui sont à même pas 1%. Deuxième élément de quantification, vous voyez, c'est les barres bleues et les barres rouges. C'est typiquement ces notions d'intensité de discours dont je vous parlais tout à l'heure.
Les barres bleues ne sont faites qu'à partir du discours sur les initiatives qui ont été perçues positivement. Les barres rouges, c'est le contraire, on voit bien, à partir simplement des initiatives qui ont été critiquées. Les barres bleues traduisent l'intensité du discours des clients quand ils en parlent positivement. Plus la barre bleue monte haut, plus ça veut dire qu'ils en parlent avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup d'implication, bref, que ça a beaucoup d'impact, que cette initiative, quand ils en parlent positivement, elle a beaucoup d'impact sur eux. Et la profondeur des barres rouges nous renseigne au contraire sur le degré de frustration qu'ils peuvent ressentir par rapport à tel ou tel manquement, par rapport à telle ou telle chose qui ne leur convient pas et qui vont critiquer. Plus la barre rouge est profonde, plus le discours est critique. Et puis la dernière chose que vous ne pouvez pas voir ici, c'est pour ça que je vous en fais un petit extract ici, c'est qu'il y a sur chaque barre, croyez-moi, il y a un petit bonhomme jaune qui se balade comme un curseur sur chaque barre. Et ce petit bonhomme jaune, il est très important parce qu'il représente, lui, le point d'équilibre entre le discours positif et le discours négatif sur chacune de ces barres. Avec une lecture très simple, c'est-à-dire que si le bonhomme est dans le bleu, comme c'est le cas ici, ça veut dire que le discours positif est dominant par rapport au discours négatif. Si le bonhomme est dans le rouge, c'est le contraire, c'est que le discours est plutôt critique, et le discours critique est dominant par rapport au discours positif. Et vous comprenez bien que si le bonhomme est tout en haut de la barre bleue, c'est qu'on a quasiment que des discours positifs. Si le bonhomme est tout en bas de la barre rouge, c'est qu'on a quasiment que des discours négatifs. Donc le bonhomme, les clés, dans les exemples qu'on va vous montrer tout à l'heure, regardez tout de suite le bonhomme, parce que c'est le bonhomme qui vous renseigne sur où est le discours, où se positionne le discours moyen des consommateurs, des clients, et aussi des collaborateurs, on verra, sur chacune de ces barres. C'est ça qui vous donne finalement le niveau de satisfaction à date sur chacune de ces systèmes. Du coup, par rapport à ça, voilà, je vous montre, et je vais repasser la parole à Nathalie, je vous montre ici le parcours, la vision collaborateur des initiatives RSE de leurs entreprises. Vous voyez qu'on est sur un parcours qui fait quand même 63 points d'étape. Donc, ça veut dire que les collaborateurs perçoivent beaucoup de choses dans les initiatives RSE de leurs entreprises, dans les actions et dans la politique RSE de leur entreprise. Et c'est ce qu'on va vous détailler, ce que Nathalie va vous détailler tout de suite. Ah oui, dernière chose que j'oubliais, oui, non, importante, excusez-moi, c'est aussi, forcément, ils nous ont parlé de marques, ils nous ont parlé de secteur, et ben voilà, c'est aussi ça qu'on arrive à modéliser, et forcément, ça peut vous intéresser, bien évidemment. On a ici listé tous les secteurs et toutes les marques. On a bien sûr arrangé par secteur. Et pour chaque marque, on a finalement, en fonction de ces initiatives qui sont perçues positivement ou négativement, on a une vision spontanée finalement de ce que les clients, les collaborateurs perçoivent ici de la performance des marques et aussi des performances sectorielles. Voilà. J'espère que je ne vous ai pas assommé de méthodologie. Je passe en tout cas la parole maintenant à Nathalie qui va qui a des choses beaucoup plus passionnantes que ce que je viens de vous raconter à partager avec vous. Alors effectivement, comme Laurent vous le disait, nous avons recueilli une grande richesse d'informations et donc nous souhaitons vous partager quelques-uns des enseignements, mais effectivement nous n'aurons pas le temps d'aller sur tous les enseignements que nous apprennent cette enquête. Nous allons vous proposer donc de vous présenter les enseignements en 3 temps, la vision client, puis la vision collaborateur et enfin un petit focus sur les marques et les secteurs. Mais déjà, le premier enseignement de façon d'ordre général, c'est que nous avons posé des questions qui paraissaient simples, mais qui finalement ne sont pas si simples que ça, puisque 25% des répondants n'ont pas su finalement répondre à la question. Alors, soit qu'ils nous ont dit je ne sais pas, je n'ai aucune idée, je ne me rappelle pas, soit qu'ils nous ont présenté des réponses un peu plus élaborées comme celles que l'on vous présente. Rien ne m'a marqué dernièrement, il n'y a pas beaucoup d'actions engagées mises en avant, je crois, ou du moins je ne les remarque pas. Ce qui signifie que finalement, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour les marques et pour les entreprises pour rendre la RSE concrète dans l'expérience à la fois de leurs clients, mais aussi de leurs collaborateurs. Donc, premier enseignement. Alors, si maintenant on s'intéresse à la vision client, le premier regard, ça va être sur les occurrences. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que effectivement, en termes d'occurrence, le sujet environnemental ressort de façon majoritaire et on pouvait effectivement s'y attendre. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que finalement, les 5 piliers de la RSE sont bien évoqués,
avec une occurrence assez importante sur la thématique sociétale. Donc la thématique sociétale, c'est bien tous les sujets liés à l'inclusion, liés à la diversité, liés au mécénat, au soutien aux associations. C'est aussi le sujet du respect des droits humains. Une surprise quand même, qui est que la part assez importante de la thématique sur l'orientation client, à savoir finalement comment la marque traite la satisfaction client et l'expérience client, donc qui démontre bien que pour les répondants, l'orientation client et la satisfaction client fait bien partie intégrante des sujets de RSE. Une occurrence assez forte sur les sujets de gouvernance. Donc les sujets de gouvernance, ça va être tout ce qui est stratégie ou politique de l'entreprise et aussi tout ce qui touche autour de la communication. Et puis enfin, le dernier sujet qui est pour moi assez intéressant, puisque c'est un sujet qui est émergent, que certainement la crise du Covid a permis de faire émerger, c'est que finalement, les clients sont de plus en plus sensibles à la façon dont les entreprises vont traiter leurs salariés et peuvent être effectivement extrêmement critiques quand les entreprises ne valorisent pas ou ne traitent pas suffisamment bien leurs salariés, et c'est visible dans l'expérience client. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment, c'est au-delà de ces occurrences, comment ces 5 piliers se partagent entre discours positifs et discours négatifs. C'est ce que vous trouvez ici, c'est-à-dire que vous retrouvez les 5 piliers que Nathalie vient de vous commenter, et vous avez justement les barres bleues, les barres rouges dont je vous parlais il y a 2 minutes dans la méthodologie, et le petit bonhomme jaune. D'abord, et là, ça nous amène à 2 constats, c'est-à-dire que donc ça nous permet de voir comment le discours positif et le discours négatif se répartissent sur chacun de ces 5 piliers. D'abord, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur chacun de ces 5 piliers, on a des grandes barres bleues et on a des grandes barres rouges. Ce qui veut dire quoi, pour le traduire pour vous, c'est que sur chacun de ces piliers, on a un discours à la fois très enthousiaste qui côtoie un discours extrêmement critique. Ça montre bien à quel point on est dans une ambivalence de perception sur cette thématique de la RSE. Et ça montre bien à quel point il y a une suspicion. Et cette suspicion, rien ne le montre plus que ce petit bonhomme jaune qu'on vous highlight ici, qui est tout en bas ou très bas dans la barre rouge sur la gouvernance. En fait, clairement, les entreprises et la gouvernance des entreprises sont suspectées d'insincérité, sont suspectées de cynisme, et on le voit ici, c'est-à-dire qu'on se dit que c'est pour ça que le commentaire est finalement assez critique sur la gouvernance, c'est qu'on se présuppose presque que la gouvernance des entreprises essaye de se racheter une image à travers leurs actions RSE, essaye de se valoriser, mais plus qu'elle ne le devrait. Et c'est ça qui est très intéressant. Après, on voit que les bonhommes sont parfois dans le bleu sur la thématique sociétale, un peu à la ligne de flottaison sur la thématique environnementale et sur l'orientation client, un peu plus critique sur la thématique sociale. Et c'est intéressant de voir que c'est vraiment la gouvernance qui montre bien, et clairement qu'il y a une grande suspicion vis-à-vis de la démarche même des entreprises. Ce qu'on retrouve ici dans le deuxième verbatim, où quelqu'un dit « Je n'ai aucune action ou entreprise particulière en tête à ce sujet, car désormais toutes s'y mettent et en font leur publicité à des fins marketing et font quasiment tout pareil. » Ça montre aussi à quel point, sur cette thématique de la RSE, pour les entreprises, ça va être important d'être capable de se distinguer des autres, de ne pas faire comme les autres, et d'avoir vraiment des initiatives qui sont différenciantes, bien évidemment. Alors, si on prend un sujet plus positif, c'est la thématique sociétale qui ressort comme source d'engagement avec un discours positif prédominant. Alors, c'est sans doute parce qu'il y a peut-être moins d'attentes sur ce terrain-là vis-à-vis des entreprises. Mais ce qui est clair, c'est que certainement et sans aucun doute, la crise du Covid a revalorisé les actions solidaires et ce besoin de recréer du lien, d'être en solidarité avec les personnes les plus démunies et les publics fragiles.
Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'il y a un sujet qui est montant, c'est-à-dire les initiatives des marques qui vont porter des causes, et notamment des causes qui étaient considérées comme des tabous il y a encore peu de temps, donc notamment toutes les causes liées aux violences conjugales, aux règles menstruelles qui sont largement citées, ou encore au cancer, et notamment au cancer du sein. Alors, ça nous a le verbatim que l'on a souhaité vous partager. Donc, c'est l'expérience de quelqu'un qui raconte ce qui s'est passé pour le soutien à Octobre Rose dans sa ville, à Saint-Jean-de-Maurienne, où les petits commerçants y ont participé pour sensibiliser sur le cancer du sein. Il y avait dans la ville des endroits en rose, comme une ancienne tour éclairée de l'intérieur en rose. Cela m'a particulièrement touchée, car d'une part, je suis une femme, et d'autre part, j'ai une amie qui a eu un cancer du sein et qui a eu une ablation. Je me sens concernée. Donc on voit que ça crée réellement une proximité entre les clients et la marque. Alors le soutien dans la thématique sociétale, le soutien plus particulier aux associations témoigne d'un discours qui est quasiment unanimement positif et qui est très fort. Donc on voit bien que l'engagement humain des marques est mis en valeur, et cela crée une réelle proximité de valeur entre les marques et les clients, et donc les marques parlent vraiment aux clients en tant que citoyens. Voilà, 2 verbatims que nous souhaitions partager. Le soutien et financement d'associations œuvrant dans la recherche contre les maladies rares via une fondation. Ces valeurs me tiennent à cœur, solidarité, partage, ou encore liées à Octobre Rose, chez Elan, où une vente a été reversée pour la lutte contre le cancer du sein. J'y suis sensible, car j'ai de la famille qui a eu cette maladie. On vous en parle parce que vous avez vu dans cette ambivalence des perceptions du fait de cette défiance inhérente au sujet presque de la RSE, c'est un des rares sujets dans lequel on a un discours quasi unanimement positif. On dit quasi unanimement positif parce que vous voyez que le bonhomme est tout en haut de la barre bleue, il y a une toute petite barre rouge, mais vous comprenez rien qu'à la position du bonhomme qu'on a 99% de discours positifs pour 1% de discours négatifs, d'accord? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que dans un monde où les perceptions sont incroyablement ambivalentes parce que défiance, c'est un des rares sujets qui fait l'unanimité, enfin une quasi-unanimité en tout cas, et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on le veut en excès. Alors toujours dans la thématique sociétale, un point qui nous a paru très intéressant, c'est finalement quand des initiatives de marque rendent la solidarité accessible au plus grand nombre et répond à un véritable désir de contribution des clients. C'est effectivement quelque chose qui permet d'associer sa propre consommation et du coup la marque à la satisfaction et à une forme de fierté de pouvoir contribuer au bien commun qui est mise finalement à la portée de tous, comme le témoigne ce verbatim. Donc un montant donné à une association sans augmenter le prix des articles de Body Shop. J'ai aimé l'initiative. C'est pas forcément évident de donner directement de l'argent à une association. Pour moi, souci d'argent. Alors, en profitant de faire des cadeaux de Noël, j'ai pu faire une bonne action sans que ça impacte trop sur mon budget. Donc, effectivement, un facteur extrêmement fort sur cette thématique sociétale qui est d'ailleurs, enfin moi j'étais relativement surprise parce que je trouve que c'est un sujet qui est assez nouveau parce que de mémoire dans nos enquêtes clients il y a encore 3-4 ans, ce sujet ne sortait pas réellement comme un facteur différenciant pour les marques. Alors un élément aussi intéressant qu'on souhaitait partager avec vous, qui finalement se retrouve à cheval entre la thématique sociétale, l'orientation client et la thématique environnementale, c'est ce que l'on a appelé les initiatives multiformes
ou 3 en 1 comme on veut, finalement, ce sont des initiatives qui sont bonnes pour moi, bonnes pour mon pouvoir d'achat, bonnes pour les autres parce que elles font preuve de solidarité et vont pouvoir bénéficier aux plus démunis, et finalement aussi bonnes pour la planète. Alors c'est par exemple une initiative qui était décrite ci-après. Donc en rapportant des vêtements que l'on ne souhaite plus porter, ils nous remettent un bon d'achat, les vêtements sont récoltés pour les redistribuer et les recycler en d'autres matériaux. Tout le monde est gagnant, le client, les autres personnes dans le besoin et la planète. Je trouve cette démarche très utile et solidaire. Alors ce type d'initiative, on le retrouve dans l'univers de la mode, mais effectivement pas uniquement, on les retrouve vraiment dans tous les secteurs d'activité. Alors ça nous permet de faire le lien effectivement avec des sujets plus environnementaux. Donc sur la thématique environnementale, il y a 2 sujets qui se démarquent. Donc le premier sujet qui est le sujet de l'économie circulaire, qui était évoqué d'ailleurs dans le précédent verbatim et dans ces initiatives multiformes, avec une grande visibilité des nouveaux modèles économiques des entreprises. Donc effectivement c'est intéressant parce que là aussi, comme sur la partie soutien aux associations, l'économie circulaire a un discours quasi unanimement positif, avec le petit bonhomme jaune très haut dans la barre bleue. Les répondants vont nous citer des initiatives de tout type dans le cadre de l'économie circulaire, en commençant par le recyclage, mais aussi l'utilisation de matières recyclées ou l'upcycling, mais vont majoritairement citer le mode le plus vertueux de l'économie circulaire, c'est-à-dire le réemploi, la réutilisation ou encore la seconde main. Donc, un verbatim que nous avons sélectionné. Donc, la marque Zalando a créé une catégorie seconde main. J'ai aimé cette démarche, car cela évite de jeter des vêtements qui sont toujours bons d'usage. On évite de jeter des tonnes de vêtements alors qu'ils sont toujours en bon état, juste qu'ils ne sont plus à la mode. J'encourage toutes les marques de vêtements à faire ce genre d'initiative, à inciter ses clients à ramener les vêtements qui dorment dans un placard. Alors, ce sujet de la seconde main ou du réemploi, on le voit dans tous les secteurs d'activité, effectivement dans la mode, mais aussi dans la cosmétique ou encore dans la téléphonie avec les téléphones reconditionnés ou dans l'automobile, et même au niveau des assurances, d'un assureur militant qui favorise des pièces de seconde main pour les réparations automobiles. Et là aussi, même profil que vous voyez sur le schéma que vous voyez ici, là aussi on a une fois de plus un discours extrêmement positif, quasi unanimement positif. Alors un tout petit peu moins, je pense que rien qu'à la position du bonhomme, vous comprenez qu'on est à 90% de discours positif pour simplement 10% de discours critique. Là aussi, ça fait partie de ces sujets qui sont plutôt de ces rares sujets qui échappent à cette perception ambivalente qui est dont on a parlé précédemment. Et en plus, là, avec une occurrence très conséquente, on est à plus de 14%. Donc, on voit bien que ce qui touche à l'économie circulaire est aujourd'hui rassemble, en tout cas, et peu l'objet de critique, ce qui est déjà une vraie performance. Alors, un autre sujet au niveau environnemental. Voilà. Qui se démarque et qui me tient particulièrement à cœur, c'est le sujet de la biodiversité. Et on sait à quel point ce sujet est important dans les stratégies des entreprises qui doivent le placer au même niveau que celui du changement climatique. Et donc, ce sujet de la biodiversité mobilise finalement les Français, et on voit cet attachement à la protection et au respect de la nature et à ce besoin de reconnexion. Alors, à la fois des discours positifs quand les marques effectivement
vont planter des arbres, s'attacher à la reforestation. Par exemple, Yves Rocher qui plante des arbres au nom de ses clients avec les points de fidélité. Ces actions et ces initiatives vont être particulièrement appréciées si elles sont d'ailleurs davantage en proximité ou qu'elles vont créer un lien émotionnel avec le client, c'est-à-dire que effectivement l'arbre va être planté au nom du client, donc il appartient un peu au client et ou que le client va pouvoir avoir des nouvelles de son arbre. Un sujet aussi qui est évoqué positivement, c'est lorsque les marques, notamment de cosmétiques ou du luxe, vont être soucieux du bien-être animal, donc vont arrêter un certain nombre de pratiques liées, par exemple, à l'utilisation des fourrures. Mais finalement, à contrario, de très vives réactions lorsque les marques favorisent sciemment la déforestation, notamment la déforestation de l'Amazonie, ou effectivement ne sont pas soucieuses du bien-être animal et font encore souffrir des animaux de laboratoire pour le caprice de certains, c'est-à-dire pour des utilisations qui peuvent paraître plus futiles. Et puis pour terminer sur cette vision client, le dernier sujet que nous souhaitions partager avec vous, c'est que finalement en matière d'expérience RSE, il y a aussi des moments de vérité. Et le moment de la livraison est réellement un moment de vérité qui est très critiqué et totalement scruté par les clients, puisque finalement, au moment où son produit que l'on a commandé arrive, c'est finalement le signe ou pas que l'entreprise a pensé jusqu'au bout sa responsabilité. Donc finalement, un colis, ça va nous parler de gaspillage, ça va nous parler d'utilisation de ressources, de trop de papier, des colis disproportionnés, mais aussi des choses plus que l'on peut penser moins perceptibles. Le fait que finalement, quand les colis sont trop gros, les camions sont mal utilisés, donc vont dépenser plus de kilomètres et émettre plus de gaz à effet de serre, ou encore le fait que les camions de livraison peuvent laisser leur moteur tourner pendant toutes les livraisons, ou que les marques n'ont pas suffisamment bien optimisé les différentes livraisons et vont finalement livrer à 2 jours consécutifs une même commande. Donc on voit que cette étape est extrêmement importante à réfléchir et à penser pour les marques. Alors c'est pas forcément un moment qui est évident, hein, parce que bien souvent on fait appel à des prestataires et à des sous-traitants, mais c'est vraiment un sujet à penser jusqu'au bout. Et puis je dirais la partie encore plus criante, c'est quand les clients font l'effort de commander ou d'acheter des produits qu'ils considèrent éco-responsables ou éthiques. Donc c'est un vrai effort et engagement de leur part. Et alors quand la livraison, quand le moment où le produit leur arrive n'est pas cohérent avec leur idée de ce qu'ils ont acheté, là ça détruit tout l'effet. Donc c'est l'idée de ce verbatim, une lessive en feuille pour l'écologie, mais envoyée sous enveloppe plastique et bulle plastique, ça paraît assez aberrant. Alors on savait, nous, dans l'expérience client, on a déjà largement étudié que la livraison était toujours un moment clé de l'expérience. Alors, bien sûr, pour les e-commerçants, mais pas que pour les e-commerçants, c'est un moment de vérité. C'est un moment qui dit tellement de choses. Juste la façon dont le paquet que vous recevez, on dit tellement long, et le processus de livraison, on dit tellement long sur les valeurs d'une entreprise, sa centricité client et tout ça. C'est évident que au confluent de l'expérience client et de la RSE, la livraison devient un moment mais clé et qui va l'être de plus en plus.
et que du coup, la façon dont vous packagez, la façon dont vous livrez, etc., va être mais encore plus scrutée qu'elle ne l'est aujourd'hui et encore plus décortiquée par les consommateurs. Donc ça va devenir un moment de plus en plus important et un moment clé qui va véhiculer plein de choses sur votre politique RSE. Voilà, c'était les enseignements que nous souhaitions partager sur la vision client. Bon, il y en a beaucoup d'autres à présenter. Maintenant, je vous propose de passer à la vision collaborateur. J'espère que vous êtes toujours avec nous. Alors, sur la vision collaborateur, on a fait le même exercice de regarder les occurrences. Et là, on voit que la thématique environnementale a une courte majorité, mais finalement est un peu moins évoquée, ou en tout cas un peu moins majoritaire que sur la partie client. Suivi de la thématique sociale, hein, qui là est effectivement très importante, et notamment la gestion de la crise Covid. Alors c'est aussi tiré par le fait que dans un échantillon représentatif de la population française, il y a une forte représentation du domaine de la santé, du secteur de la santé, et aussi du secteur public et de l'éducation nationale. Donc le sujet du Covid était particulièrement important. Vient ensuite la thématique sociétale, assez largement commentée et qui est un vrai sujet de fierté des collaborateurs vis-à-vis des actions de l'entreprise. Puis une orientation client qui reste assez modeste. Et pour finir, un sujet de gouvernance, les sujets de gouvernance qui sont largement moins évoqués que pour la partie client, et donc avec moins de suspicion de la part des collaborateurs vis-à-vis de leur entreprise quand on va regarder effectivement les scores d'intensité. Donc vous voyez sur la partie gouvernance effectivement le bonhomme jaune qui est quasiment au centre, donc c'est pas du tout la même situation que ce que l'on avait sur la partie client. Les collaborateurs sont néanmoins assez sévères sur les manquements en matière environnementale. Ils voient certainement davantage les marges de progrès que peuvent faire les entreprises et sont en attente extrêmement forte, par contre, sur les sujets sociaux. Et on le voit avec ces deux grandes barres rouges qui montrent bien que dès qu'il y a des manquements, dès qu'il y a des insuffisances, dès qu'il y a des incohérences, ils ont un discours qui est féroce, critique, très intense sur ces deux thématiques. Voilà, ils sont globalement très fiers des initiatives sociétales de leur entreprise, comme on le disait. Alors, un sujet qui est un sujet avec une très forte occurrence, c'est finalement le tri des déchets. Alors voilà, comme on vous l'avait expliqué au début, on avait souhaité interroger les collaborateurs d'entreprises de plus de 1000 salariés, justement pour avoir une variété effectivement de situations et une prise en compte des différentes thématiques de la RSE. Et on voulait quelque part un peu éviter d'avoir uniquement le sujet du recyclage ou du tri des déchets. Mais c'est quand même un sujet, même dans les grosses entreprises, qui reste réellement le premier sujet de visibilité. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas simple. Alors d'un côté, il peut générer une forte satisfaction quand le sujet est bien pris en compte, que les moyens sont donnés et que finalement ça emmène l'entreprise vers le recyclage et donc vers plus d'économie circulaire. Par contre, ça va créer énormément de frustration quand finalement les moyens ne sont pas mis en place, que les déchets ne sont pas triés ou que, encore pire, une fois qu'ils sont triés, ils finissent finalement dans la même poubelle et que les efforts faits par les collaborateurs finalement ne servent à rien. Donc c'est réellement un sujet de frustration de se dire chez les collaborateurs que ce qu'ils font facilement à la maison finalement n'est pas fait en entreprise.
même si ce sujet est d'expérience extrêmement complexe, hein, parce que bien souvent, les entreprises doivent mettre en place des process différents, mettre sous tension des prestataires et des sous-traitants. Et donc, c'est un sujet qui n'est pas simple, mais qui doit absolument être travaillé, parce que c'est vraiment un sujet de crédibilité, par rapport aux collaborateurs, mais aussi d'ailleurs par rapport aux clients, parce que ce sujet-là est aussi très visible. Autre sujet abordé par les collaborateurs dans cette étude, il y a le sujet du télétravail. Le sujet du travail qui est au confluent, au croisement de plein d'enjeux. D'abord, un sujet de confiance managériale. Confiance managériale obligée pendant la période du Covid, mais qui, pour les collaborateurs, ils pensent qu'ils ont fait leurs preuves là-dessus et ils ne comprennent pas que tout d'un coup, on retire le tapis de cette confiance violemment. C'est aussi un enjeu d'équité entre collaborateurs. Tout le monde n'est pas égal devant le télétravail, et parfois, quand en plus c'est pas juste des services qui sont pas, enfin, qu'il n'y a pas d'équité entre différents services, qui faut encore se comprendre parce que les fonctions peuvent être différentes. Et quand c'est par rapport à des niveaux hiérarchiques, c'est plus problématique. Et puis il y a quand même aussi l'enjeu de diminution des transports, donc forcément de la pollution, qui est un véritable enjeu, puisque forcément on comprend bien l'histoire. Ce qu'on voit bien ici, c'est qu'on est aujourd'hui dans une exigence. Il y a encore quelques années, il y a 4-5 ans, quand on faisait le télétravail, c'était génial, ça créait des grandes barres bleues. On voit bien que la situation a considérablement changé. Aujourd'hui, la barre bleue est toute faible, plus 77, c'est une toute petite barre bleue pour nous. Par contre, on voit bien que dès que le télétravail n'est pas acté, dès qu'il n'y a pas d'accord, dès qu'il ne se passe pas, on a tout de suite un discours critique fort. Et on voit bien où est le bonhomme et à quel point la barre rouge, elle, est beaucoup plus puissante et beaucoup plus intense que la barre bleue. Donc vraiment, on est dans une logique de bête. Vous faites du télétravail, c'est normal aujourd'hui, vous ne le faites pas, vous êtes critiqué. Et on le retrouve ici dans ce verbatim. Les kilomètres que chacun doit faire chaque jour pour réaliser des tâches tout à fait faisables en télétravail, ce qui dans mon entreprise est réservé aux managers, et en plus, phénomène aggravant, des managers qui posséderaient une maison confortable à la campagne. On comprend bien qu'on n'est pas du tout égal devant le travail et devant le télétravail, et on comprend bien qu'il y a aussi une revendication un petit peu presque de classe ici dans ce commentaire. Alors, il ne nous reste plus que 3 minutes pour aborder le sujet alors le collaborateur, contributeur ou ambassadeur. Effectivement, dans les réponses, finalement, les collaborateurs parlent beaucoup de leur rôle en tant que contributeurs à la RSE de l'entreprise, mais relativement peu de leur rôle en tant qu'ambassadeur des politiques de l'entreprise. Et c'est certainement un sujet aussi à travailler, mais je ne passe pas plus de temps. Très rapidement, le focus sur les secteurs et les marques. Donc, on a fait le même travail pour identifier effectivement de quel secteur ou de quelle marque les Français nous parlaient. Donc, de façon, en termes d'occurrence, de façon peu surprenante, finalement, ce sont les secteurs de consommation du quotidien qui sont les plus cités, avec la grande distribution, le textile et les sports, les GAFAM. Puis viennent 3 secteurs, l'énergie, la cosmétique et la restauration. Et finalement, peut-être une forme d'étonnement, puisque certains secteurs, comme les secteurs du transport au sens large ou les secteurs du numérique, qui pourtant font l'objet d'une attention importante au niveau médiatique sur notamment leur empreinte carbone, sont finalement moins cités et moins attendus. Si on regarde les scores d'expérience, donc le positionnement des petits bonhommes jaunes, en fait, le classement est alors un peu chamboulé, puisque à ce moment-là, c'est plutôt le secteur des banques et assurances, de la cosmétique, de la grande distribution, puis du secteur du textile et du sport qui ressortent le plus positivement. Et donc finalement, ces scores sont clairement tirés par les leaders RSE de ces secteurs dont tout le monde parle et qui sont d'ailleurs souvent aussi des champions de l'expérience client. Quand on va descendre au niveau des marques, plus précisément, alors je sais que c'est pas forcément très visible, on dénote une grande diversité finalement de situations au sein d'un même secteur.
Ce qui est aussi intéressant, c'est de voir qu'un certain nombre de marques bien établies sont forcément les plus citées, mais que on a eu aussi beaucoup de marques dites pure player RSE qui ont été citées, mais plutôt unitairement. Ça sera intéressant de suivre l'évolution de ces marques-là. En fait, ce qu'on fait figurer ici, c'est on les a regroupés par secteur. Donc, vous avez la première barre, c'est la barre du secteur. Et puis après, on a regroupé toutes les marques du même secteur. Donc, le premier groupe de barres que vous voyez ici, c'est le secteur de la grande distribution, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que donc vous voyez que vous avez un bonhomme qui est sur la première barre, qui est un petit peu haut dans la barre bleue. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que dans chaque secteur, il y a des entreprises qui sont très performantes, qui ont des éléments de RSE qui sont très bien aperçus, et en même temps des entreprises qui sont beaucoup moins performantes, en tout cas plus décriées. Et c'est intéressant que ça montre bien qu'il n'y a aucune fatalité, quel que soit le secteur. C'est que quel que soit le secteur, on peut avoir des entreprises très performantes et des entreprises beaucoup moins performantes là-dessus, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de fatalité, aucune fatalité. Il y a juste des marques peut-être plus matures, plus en avance sur ces sujets-là, et des marques peut-être un peu plus en retrait sur ce sujet-là. Et donc, tout est possible. Et c'est aussi ça que ça montre, ce graphique-là. Bien sûr, on vous dit pas tout, parce que c'est une étude qu'on veut aussi vendre en souscription. Pas très cher, mais on veut la vendre en souscription. Mais c'est aussi cette vision. Alors, on vous a sélectionné quelques sujets. Vous comprenez bien, on vous a parlé d'une dizaine de sujets sur plus d'une centaine. On a fait des sélections, bien sûr, mais on a beaucoup plus de choses à vous raconter et certainement beaucoup plus de choses à partager avec vous autour de cette étude. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de clore ici, peut-être de prendre vos questions si vous avez des questions. N'hésitez pas. On est ravis que ce soit passionnant. Merci Anne. Est-ce que si vous avez des remarques, des questions, vraiment, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir. Et si vous n'avez pas de questions ou pas de remarques, dites-nous quand même ce que vous avez pensé de ce webinaire, ça nous fera plaisir. De toute façon, il va y avoir une histoire de notes qu'on va vous demander, je crois, d'appréciation qui va vous être envoyée par Webikeo, mais ça nous fait plaisir d'avoir des commentaires aussi là-dessus. Des commentaires positifs ou critiques, parce que c'est toujours bien. Alors, le temps que vous posiez vos questions, effectivement, pour vous dire que la présentation sera accessible et téléchargeable, que le replay sera aussi disponible très vite si vous souhaitez le voir, que nous serons aussi présents au Salon Stratégie Client à la fin du mois, si vous voulez venir nous voir ou venir nous écouter. Alors effectivement, Gilles, les grands graphiques sont pas lisibles. C'est presque un petit peu à dessein, très honnêtement, parce qu'on essaye de garder une forme de mystère un petit peu autour de ça, de mystère. Enfin voilà, vous comprenez bien que comme on est dans une logique où on voudrait aussi promouvoir cette étude et la promouvoir commercialement aussi, on garde une espèce de voile un peu de mystère autour de ça. Donc c'est une frustration presque voulue, ne nous en voulez pas. Bon, en tout cas, merci pour vos feedbacks qui sont très positifs. Ce que je vous propose, c'est peut-être de clore ici, si vous n'avez pas... Maurice, très bien, ravi de vous revoir au Salon Stratégie Client, Maurice. Parfait, et puis vous pouvez nous retrouver aussi sur le blog de KPAM, si vous souhaitez effectivement découvrir chaque semaine le verbatim, un verbatim, une idée. Et on va partager le support, ne vous inquiétez pas, c'est ce que vous a dit Nathalie. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir, très belle journée à vous.